Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence. Mon nom est Rebecca Boily, je suis la coordonnatrice de la formation continue de la Faculté des sciences et de génie. Merci d'être présent là, pour notre deuxième conférence annuelle de l'offre de conférences 24-25 de la FSG. La conférence d'aujourd'hui aura pour thème l'IA et le traitement des données textuelles et elle vous sera offerte par M. Richard Coury, qui est professeur du département d'informatique et de génie logiciel. Monsieur Coury, je vous cède la parole et bonne conférence à tous. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour cette présentation. Donc, sur le traitement de données massives, l'intelligence artificielle, le choix du sujet vient du fait qu'on vit aujourd'hui une forme de révolution de l'intelligence artificielle. On utilise à tous les jours des appareils intelligents qui étaient dans le domaine de la science-fiction il n'y a pas si longtemps que ça. On peut penser à nos maisons intelligentes. On peut être debout dans n'importe où dans une pièce et donner une commande à notre maison de jouer de la musique, changer la température, répondre à une question. Euh, Dans les années 90, c'était dans Star Trek qu'on voyait des choses comme ça. Des voitures autonomes qui se conduisent tout seules sont sur nos routes aujourd'hui. Des chatbots qui nous répondent de la même façon qu'un humain pourrait nous parler. Des IA qui jouent à des jeux et qui développent des nouvelles stratégies au niveau de grands maîtres dans les jeux les plus compliqués qu'on a inventés. Et ce qui est particulièrement intéressant, selon moi, c'est que toutes ces innovations sont apparues seulement dans les 10 dernières années. Pourtant, l'intelligence artificielle est un sujet sur lequel on travaille depuis plus que 10 ans, évidemment. En informatique, on fait de la recherche en intelligence artificielle depuis le milieu des années 50. Mais plus encore, l'idée d'une machine intelligente est plus vieille que les années 50, est plus vieille que l'informatique, est plus vieille même que l'électricité elle-même. On peut penser, par exemple, au Turc mécanique, une machine intelligente pour jouer aux échecs qui a fait le tour des cours royales d'Europe dans les années 1700. C'était une fraude, évidemment, mais c'est une fraude qui a fonctionné, qui a dupé des rois et des princes, parce que l'idée qu'une machine intelligente puisse rivaliser avec un être humain sur un jeu, dans ce cas-ci, était une idée qui était déjà acceptée populairement. En reculant encore plus, Léonard de Vinci avait proposé un design pour un chevalier mécanique, une sorte de robot intelligent qui pouvait se battre et défendre une ville à la fin du 15e siècle. En reculant encore plus, on peut se rendre jusqu'au philosophe grec Archytas, qui en 400 avant Jésus-Christ avait proposé un design pour un pigeon à vapeur. L'intelligence animale, c'est OK, moins sophistiqué qu'un chevalier ou un joueur d'échecs, mais ça reste une machine intelligente qui existait déjà à cette époque-là. L'idée existait déjà à cette époque-là. Tout ça peut nous laisser avec une question. Pourquoi est-ce que la révolution d'IA se produit-elle seulement aujourd'hui si l'idée flotte dans nos têtes depuis des millénaires? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu des robots intelligents dans les années 50, comme dans l'univers Fallout? Pourquoi est-ce que nos ancêtres n'avaient pas des Roombas comme dans les pierres à feu? Bref, pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas avant aujourd'hui? Je ne vous laisserai pas languir sur la question pendant très longtemps. La réponse, c'est parce que cette révolution de l'intelligence artificielle qu'on vit aujourd'hui est le résultat de l'intersection de trois autres grandes innovations. La première est une innovation technologique, la création de nouvelles technologies de calcul, les GPU, les Graphical Processing Units, qui sont des unités capables de manipuler des immenses matrices de chiffres très efficacement, de les utiliser pour faire des calculs mathématiques et générer des résultats. La deuxième grande innovation, c'est une innovation algorithmique. Ici, l'apprentissage profond, les réseaux de neurones profonds, des réseaux de neurones massifs, des milliers de neurones et des millions de poids, de connexions entre ces neurones qu'il faut gérer. Donc, des matrices de chiffres, des matrices de poids massives à être capable de traiter, d'analyser, de faire des calculs mathématiques avec. Donc, on voit l'intérêt d'avoir eu en même temps les GPU.
Et pour entraîner ces réseaux, pour apprendre à calculer des poids utiles pour des tâches, ben, il faut des exemples d'entraînement, il faut des données. Et pour une quantité massive de neurones, une quantité massive de poids, il faut une quantité massive de données. La troisième innovation, la collecte et le traitement d'une quantité massive de données. C'est sur cette troisième innovation que ma présentation va porter. Pourquoi le focus sur cette troisième innovation? C'est parce que les données sont, selon moi, la partie la plus cruciale de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas juste moi qui le dis. Il y a un proverbe dans le domaine, Data is the new oil. Les données sont le nouveau pétrole, la nouvelle ressource, commodité avec le plus de valeur au monde. Et ce n'est pas pour rien que la majorité des grosses boîtes d'informatique, des grosses compagnies d'informatique qu'on connaît, se focus sur obtenir et concentrer et traiter de la donnée. Tesla se présente non pas comme une compagnie de voitures, mais une compagnie de traitement de données et elle a des senseurs tout autour de chacune des voitures qu'elle vend pour collecter des données de route efficacement. Meta euh, vous offre un profil de réseau social, pas parce qu'ils sont passionnés pour connecter les gens, mais parce qu'ils sont passionnés pour collecter vos données sociales, vos données d'interaction sociale. Google, derrière son engin de recherche, a des outils de collecte de données à travers Internet sur une échelle absolument incroyable. Microsoft, Amazon, Uber, euh, OpenAI, évidemment, toutes ces compagnies cherchent d'une façon ou d'une autre à obtenir des données pour pouvoir les utiliser pour améliorer leur offre de service. Ces données sont leurs denrées, sont leur matière première. Et de la matière première, on n'en manque pas. La quantité de données qu'on génère se calcule aujourd'hui en centaines de zétaoctets. Un zétaoctet, c'est 1 milliard de téraoctets. Donc, si vous avez par hasard un disque externe d'un téraoctet que vous utilisez comme backup à côté de votre ordinateur personnel, ben, imaginez 100 milliards de ces disques un par-dessus l'autre. C'est la quantité de données qu'on génère à chaque année actuellement. Ça inclut bien sûr tous les êtres humains à travers nos participations sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais aussi les différentes organisations, les laboratoires médicaux, les banques, les gouvernements, les différents rapports qu'on produit, et aussi notre Internet des objets, tous les objets intelligents qui sont connectés, qui ont besoin de s'échanger de l'information pour coopérer, collaborer. C'est ce que ça nous donne. Cette surabondance de données fait qu'on parle aujourd'hui d'un traitement de données massive plutôt qu'un traitement de données traditionnel. Quelles sont les différences entre le traitement de données tel qu'on le connaissait dans le passé et le traitement de données massives? Ben, une des différences, on l'a déjà souligné, le volume de données à considérer qui explose au-delà de notre imagination, alors que dans le passé, une organisation aurait une base de données qui est relativement petite et simple, qui pourrait rentrer sur un seul ordinateur, contenir des centaines de zétaoctets de données. Ça ne se fait pas sur un ordinateur, ça se fait avec des entrepôts de données spécialisés. Ces entrepôts de données apparaissent un peu partout à travers le monde. On parle d'en construire ici même au Québec. C'est des bâtisses, comme vous voyez ici, qui contiennent des centaines et des milliers d'ordinateurs, chacun spécialisé à contenir et transférer efficacement euh, une quantité importante de données avec son propre approvisionnement d'électricité pour ne pas avoir de pertes. La deuxième grande différence, la vitesse à laquelle les données sont générées. Lorsqu'on a une base de données simple, on peut avoir une personne en charge d'entrer de la donnée à l'intérieur.
c'est pas par une personne qu'on va générer un zeta ou une centaine de zeta-octets de données, évidemment. C'est à travers les efforts combinés de la race humaine au complet sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus, comme j'ai mentionné, d'organisation, d'Internet des objets, de tous les différents senseurs qu'on a sur tous nos différents appareils à travers le monde qui génèrent de la donnée en tout temps. La troisième grande différence, c'est la variété des données. Dans une base de données traditionnelle, on a essentiellement des tableaux de données. Donc, par exemple, une base de données de vendeurs. Chaque vente va avoir un numéro d'identification, un nom de client, un objet vendu, une quantité, un prix, une adresse de livraison. Et chaque entrée va être identique et chacune va être bien structurée. En données massives, avec la quantité de données qu'on génère, évidemment, on n'a pas cette uniformité-là. On a au contraire une immense hétérogénéité, une immense variété. On a encore des tableaux comme ceux-ci. On a aussi du texte, et dans le texte, on a de la variété. On a des messages de réseaux sociaux, des tweets, des courriels, des livres, des rapports techniques, des lois, des contrats. On a aussi des données illisibles pour nous, des codes qui sont partagés, euh, des connexions dans des réseaux, des interactions. Euh, tout ce qui peut être documenté sous une forme devient de la donnée. On a évidemment aussi des images, des enregistrements vocaux, de la musique, des sons de la nature, euh, du multimédia. Bref, si vous pouvez le stocker, ça devient de la donnée. La quatrième grosse différence, c'est la valeur des données. Lorsqu'on a une base de données traditionnelle, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de données. On a pris le temps de l'entrer soi-même, de la valider, de la structurer. Donc, toute la donnée qui s'y trouve a une grande valeur parce qu'on a fait l'effort de bien la rentrer. À l'inverse, en données massives, la majorité des données n'a pas de valeur. La majorité, c'est du bruit, c'est des erreurs, c'est même de la désinformation. C'est il y a de la donnée là-dedans, il y a quelque chose qui a de la valeur. Les succès de compagnies comme Tesla, OpenAI, etc., le prouvent hors de tout doute. Mais il faut faire l'effort d'aller chercher ce diamant à travers la garnotte. Et la garnotte, il y en a une quantité massive. Cet effort en traitement de données massives, on le connaît bien. On a même un proverbe pour le décrire. Garbage in, garbage out. Si vos données sont de faible qualité, vos résultats d'intelligence artificielle vont être de faible qualité parce qu'il n'y a aucun algorithme d'intelligence artificielle qui existe qui peut bien apprendre à partir de mauvaises données. Il n'y a aucune innovation technologique pour faciliter les calculs qui va permettre d'apprendre plus efficacement des bonnes décisions à partir de mauvaises données. Si vos données ne sont pas bonnes, votre IA ne sera pas bonne, votre système ne sera pas bon, peu importe qu'est-ce que vous faites en aval pour améliorer la technologie, pour améliorer l'algorithme, pour optimiser les paramètres. Si vous n'avez pas des bonnes données, c'est perdu d'avance. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis, les études le prouvent. Ici, c'est une étude de l'intelligence artificielle en industrie. Euh, Où est-ce qu'ils ont décortiqué le temps passé dans les projets de développement d'intelligence artificielle. Et ils ont trouvé que 80 du temps est passé sur le traitement des données, pas sur l'IA et l'apprentissage. Donc, on voit ici les différentes étapes. D'abord, identifier où est-ce qu'on va aller chercher nos données dans toute la variété que je vous ai mentionnée. C'est déjà 5 du temps du projet. Lorsqu'on a plusieurs sources, bien, il faut trouver une façon de les combiner ensemble. L'agrégation des sources de données, c'est 10. Si les sources qu'on a identifiées sont incomplètes pour ce qu'on veut, bien, il faut les enrichir, soit avec plus de données encore ou en générant des données pour compléter ce qui manque. C'est l'augmentation des données, 15. Puis la moitié, c'est deux étapes, le nettoyage et l'étiquetage des données. Donc, le nettoyage, c'est enlever
le bruit, les erreurs, les omissions, les aberrations, bref, la garnotte pour conserver le plus possible les diamants. Puis l'étiquetage, c'est correctement identifier ce qui se trouve dans nos données. Tout ça, c'est 80 du temps de travail. Puis une fois que ça c'est fait, ben, on peut passer à la partie, disons, plus sexy de l'IA, c'est-à-dire l'algorithmique. Donc, développer des nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle 3 du temps, ajuster les paramètres, optimiser l'algorithme et entraîner le modèle d'IA, lui apprendre à prendre des décisions 10 du temps. Tout ça ensemble, c'est seulement 20 du travail qui, comme j'ai dit, peut uniquement être réalisé correctement une fois que l'autre 80 est fait, une fois qu'on a des bonnes données à utiliser pour l'entraînement. Pour illustrer l'importance de ces étapes de traitement de données, ben, j'ai décidé d'utiliser l'exemple de ChatGPT. Euh, Pourquoi ChatGPT? Ben, premièrement, parce que on sait tous c'est quoi, on en parle sans arrêt depuis 2 ans. On l'a tous utilisé, peut-être pour s'amuser, pour voir qu'est-ce que ça fait. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez l'utilisez peut-être à tous les jours pour vous aider dans votre travail, pour vous amuser. Soit ça, soit un des autres outils équivalents, Llama, Copilot, Gemini. Euh, Ils font tous des étapes similaires de traitement de données. J'ai pris ChatGPT spécifiquement parce que c'est le plus connu puis parce qu'il est prédocumenté également. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi, c'est parce que, croyez-le ou non, ça n'a pas été le premier chatbot commercial euh, envoyé au public. Bien au contraire, OpenAI a été battu par Microsoft qui a lancé son chatbot Tai sur Twitter un bon, si ma mémoire est bonne, 6 ans avant ChatGPT. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de l'impact de ChatGPT alors que Tai a été pratiquement oublié? À cause du traitement des données. Parce que OpenAI ont mis beaucoup, beaucoup d'efforts à s'assurer de la qualité des données euh, pour l'entraînement de ChatGPT pour avoir un bon chatbot, alors que Microsoft ont branché Tai sur Twitter et on se rappelle garbage in, garbage out. Et il n'y a pas une source de garbage par excellence qui peut dépasser Twitter. Et le résultat, ben, garbage out. En 24 heures, Tai était rendu un néo-nazi. Donc, comment est-ce que OpenAI ont réussi à éviter ce problème-là? Ben, la première étape, en identifiant des bonnes sources de données avec lesquelles entraîner ChatGPT. On a tous entendu initialement que ChatGPT est entraîné avec tout l'Internet. C'est une exagération. C'est une exagération qui a quand même quelques fondations dans la réalité. On peut le voir d'abord par la quantité de données, la quantité de textes qui sont utilisés pour entraîner les différentes versions du système. Euh, on voit une augmentation de facteur 10 à chaque nouvelle version de GPT, à ChatGPT 3.5, pardon, qui est le célèbre ChatGPT, le premier de novembre 2022. OpenAI ont décidé d'arrêter de dévoiler les détails, mais si la progression suit son cours, rendu à GPT-4, la version actuelle, ils sont probablement autour de 6 ou 7 téraoctets de texte. Quelle quantité de texte ça représente? Ben, prenez un document texte sur votre ordinateur, regardez la taille que ça a. C'est quelques 400 kilooctets. C'est pratiquement rien. Alors, 700 téraoctets, c'est une quantité faramineuse de texte. D'où viennent tous ces textes? OpenAI ont choisi 4 sources. La première, c'est une archive d'Internet qui s'appelle Common Crawl, une archive publique d'Internet, qui est d'ailleurs la source probablement la plus utilisée par tous les fabricants de chatbots. Elle est utilisée par Llama, elle est utilisée par d'autres. Euh, et c'est probablement de là que vient le mythe que ChatGPT est entraîné sur tout Internet, parce qu'il est entraîné sur une archive de toute l'Internet, mais comme on va voir, pas sur l'archive au complet. WebText 2, c'est une autre collection de sites web qu'OpenAI a créée
à partir de Reddit. Reddit, c'est un réseau social, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, des personnes peuvent s'inscrire, se connecter et y mettre des messages. Et ils peuvent mettre des liens vers des sites externes en support à leurs messages. Et en suivant ces liens, ben, OpenAI ont été chercher les sites pointés et ont fait une collection de sites web pointés par les messages Reddit, c'est web text. Wikipédia, évidemment, si on veut un chatbot qui parle de tout, on lui donne l'encyclopédie. Et des livres. Les trois autres sources sont des sites web. Des livres, ça nous donne des textes qui sont très différents de sites web, des textes beaucoup plus longs, beaucoup plus cohérents sur la longueur, et aussi des textes révisés par des éditeurs professionnels. Euh, donc, ils ont été avec deux sources de textes, deux sources de livres. Le Toronto Book Corpus, c'est une collection de livres non publiés disponibles en ligne qui a été assemblée par des professeurs de l'Université de Toronto. Et Books 2, c'est une collection de livres dont OpenAI refuse de donner la liste. Certaines personnes, par essai-erreur de questions sur ChatGPT, sont capables de deviner un peu quels livres sont dedans, mais on n'a pas de confirmation. La deuxième étape, ensuite, ça a été le nettoyage des données. Les livres sont déjà propres, mais les trois autres sources sont des sites web. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les nettoyer? La première étape est très évidente, supprimer tout ce qui est balise HTML, code JavaScript, les menus, les headers, footers, le contenu, les méta-tags pour les engins de recherche, etc., etc. Quand on pose une question à ChatGPT, on veut qu'il nous réponde en langage humain. On ne veut pas qu'il nous réponde avec un menu JavaScript pour un site web. Donc, il va de soi supprimer tout ce contenu qui est inutile pour la tâche. La décontamination, comme j'ai mentionné, on fait de l'intelligence artificielle depuis le milieu des années 50 et on est rendu très bon pour s'évaluer, pour tester et comparer nos systèmes pour voir comment on s'améliore. Et pour le faire, ben, on a des collections de documents tests, comme ça on teste tous sur les mêmes références et nos résultats sont comparables. Le problème, c'est que si ces documents tests se retrouvent dans nos données d'entraînement, ben, nos résultats sont plus valables. Ce serait comme si, au lieu d'apprendre des mathématiques à un étudiant, vous lui apprenez spécifiquement les réponses aux questions dans l'examen. Oui, il va bien performer à l'examen, mais il ne saura pas faire des mathématiques en général. C'est ce qu'on appelle du surentraînement. Donc, l'étape de décontamination, c'est identifier tous les documents tests traditionnels qui se sont retrouvés dans le corpus assemblé par OpenAI et les supprimer. Comme ça, ChatGPT sera comparable, il ne sera pas surentraîné, surperformant par ce petit truc. Finalement, la déduplication. Nous autres êtres humains, on aime se répéter. C'est très facile. Vous faites un site web sur un sujet X, vous voulez un peu de background pour introduire le sujet X. Vous allez sur Wikipédia, la page du sujet X, vous prenez un paragraphe, pop dans votre site web, problème réglé. Vous voulez en apprendre sur un sujet d'actualité, vous allez sur votre agrégateur de nouvelles préférées, vous lisez un article d'un journal, très intéressant, vous cliquez sur le lien suivant, toujours d'un journal différent, vous retrouvez le même article. Troisième, vous retrouvez le même article une fois de plus parce qu'ils ont tous pris des articles d'une même source, d'un même producteur de nouvelles. C'est du contenu répété. Une grande partie du contenu collecté par OpenAI était répété de cette manière-là. L'apprentissage de l'IA, pour lequel les données vont être utilisées, se fait par répétition en revoyant le contenu. Si du contenu est dupliqué, ben, c'est comme apprendre des choses à un être humain. Plus on lui répète la notion, plus il va l'apprendre. Donc, si du contenu est dupliqué, c'est du contenu qui va être appris plus que du contenu qui se trouve une seule fois ou deux fois dans le corpus. Et
Dans ce cas-ci, ce n'est pas une bonne chose parce que tous les documents textes, on les veut égaux. On veut qu'ils soient capables de parler également de tous les sujets. On ne veut pas que certains sujets soient mieux appris par vertu qui ont été répétés dans plus de sites web que certains autres sujets. Donc, l'étape de déduplication vient régler ce problème-là en identifiant le contenu répété et en l'éliminant. L'étape d'étiquetage des données, même après ce nettoyage-là, on a évidemment une immense quantité de données, mais une quantité de données de qualité extrêmement variable. Donc, on a besoin de trouver quelles sont les données qu'on a récoltées qui sont de bonne qualité, les diamants, et qu'est-ce qui est la garnotte. Dans deux des cas, la décision est très facile. Les livres, ils ont déjà été revus par des éditeurs professionnels et donc c'est de la qualité. Les articles Wikipédia, ils ont été revus par des éditeurs volontaires, mais une immense quantité d'éditeurs volontaires, donc ils sont de la qualité aussi. Il reste les sites web obtenus à travers Reddit et les sites web obtenus de Common Crawl, l'archive d'Internet. Pour Common Crawl, les ingénieurs OpenAI ont identifié des sites web de bonne qualité eux-mêmes et les ont utilisés pour entraîner une autre IA à évaluer automatiquement le niveau de qualité d'un nouveau site web qu'il va rencontrer. À partir de là, ils auraient pu simplement mettre une frontière de décision, dire au-delà d'un seuil, les sites sont de qualité, on les inclut, c'est les diamants. En dessous du seuil, c'est la garnotte, on les élimine. Ça aurait donné un corpus d'excellente qualité. Mais comme vous voyez, ils n'ont pas fait ça. Ils ont décidé d'aller un peu plus avec la chance. Donc, une probabilité aléatoire d'inclure un site web avec une probabilité qui est proportionnelle à la qualité. Donc, les articles de qualité ont une très forte probabilité d'être inclus, mais certains peuvent être exclus par malchance. Puis les articles de faible qualité ont une très forte probabilité d'être exclus, mais il y en a une poignée d'entre eux qui peuvent être inclus par chance également. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça, inclure de la garnotte à travers nos diamants? Mais un peu de garnotte à travers une grande quantité de diamants ne va pas nuire tant que ça à la qualité de l'apprentissage, mais va avoir un avantage important, c'est que les questions que les utilisateurs vont poser à ChatGPT ne vont pas toutes être énoncées dans le meilleur langage possible, dans la plus haute qualité possible. Ils peuvent poser des questions n'importe comment. Donc, c'est correct que le système ait quelques exemples de n'importe quoi pour s'habituer à ces situations étranges, ces formulations étranges qu'il peut rencontrer en pratique. Pour WebText, la situation a été plus facile. Reddit a un système de karma, des sortes de récompenses que les utilisateurs peuvent donner aux messages qu'ils jugent les meilleurs, les plus intéressants, les plus complets, les plus informatifs, les mieux écrits. Donc, OpenAI a conservé les messages ayant 3 karmas ou plus et ont pris les liens pointés par ces messages-là avec la logique que si le message est de très bonne qualité et que le message lie à un autre site web, ça doit être un site web de très forte qualité. Donc, c'est une forme de crowdsourcing réalisé un peu à l'insu du crowd, dans ce cas-ci, la communauté Reddit. Et ça a marché très bien quand même. Pour illustrer un peu le résultat de ces étapes de nettoyage et d'étiquetage, Common Crawl, l'archive d'Internet, avant, initialement, représentait 45 téraoctets de texte. Après nettoyage et filtrage de qualité, a été réduite à 570 gigs de texte, donc une réduction de 99 environ. Donc, c'est, comme j'ai dit, des quelques rares diamants à travers beaucoup de garnottes, mais ils ont le 1 de diamants pour leur entraînement.
c'est aussi le contre-argument à il est entraîné avec tout Internet. Il y avait une archive de tout Internet, mais il a pris 1% pour son entraînement. L'étape suivante, c'est l'agrégation des sources de données. Dans ce cas-ci, l'agrégation est très simple parce que toutes les données, c'est du texte, donc c'est très facile de mettre tout le texte un à la suite de l'autre. Mais OpenAI ont fait une étape supplémentaire en même temps, c'est d'essayer de rebalancer les différentes sources. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, les sources sont les quatre qu'on voit ici. On voit ici une représentation de la quantité de données provenant de chacune des sources. Sans surprise, l'archive de tout Internet, même 1% d'Internet représente une immense quantité de sites Web. Donc, c'est la majorité des données qu'ils ont. Les livres, il n'y a pas beaucoup de livres, mais chacun est très long, donc ça représente beaucoup de textes aussi. Reddit, la communauté sociale, leur a pointé beaucoup de sites Web, puis Wikipédia est la plus petite source de données qu'ils ont. Euh, donc, ça, c'est en termes de quantité de données, mais en termes de qualité, c'est pas tout à fait égal. Même après le nettoyage qu'ils ont fait, les sites Web choisis aléatoirement dans Common Crawl sont la source de moins bonne qualité, alors que les livres et Wikipédia révisés par des éditeurs et les web textes révisés par le crowdsourcing de Reddit représentent des sources de beaucoup plus grande qualité. Donc, en même temps qu'ils faisaient l'agrégation de ces sources, ils en ont profité pour suréchantillonner, pour aller piger plusieurs fois des duplicateurs dans certaines des sources et rebalancer le jeu de données. Alors qu'au final, ce qui a été utilisé pour entraîner ChatGPT ressemblait plutôt à ceci. Donc, on voit beaucoup plus d'emphase mise sur les sites Web obtenus à travers Reddit et sur Wikipédia, un peu plus sur les livres et beaucoup moins sur Common Crawl. Là, vous pouvez peut-être avoir une question parce que dans le nettoyage, j'ai mis l'accent sur le fait, sur la déduplication, sur le fait qu'on ne veut pas faire de surentraînement en répétant les mêmes informations plusieurs fois versus d'autres informations. Et on avait toute une étape de nettoyage pour éviter ce problème-là. Est-ce qu'on ne vient pas de recauser le problème ici, d'avoir du surentraînement? La réponse, c'est oui, on vient de recauser le problème. Mais comme OpenAI, les ingénieurs d'OpenAI disent dans leur documentation, c'est le prix à payer. On rehausse la qualité du corpus en payant le prix d'un petit peu de surentraînement ici. Donc, en conclusion, on voit que beaucoup d'efforts ont été développés du côté d'OpenAI pour s'assurer de la qualité des données, pour éviter de retomber dans les pièges des chatbots des générations précédentes. On peut se poser la question, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça leur a permis d'avoir un chatbot qui est libre de problèmes? Une fois de plus, je ne vous laisserai pas languir longtemps avec la question. La bonne réponse, c'est non. C'est quoi des exemples de problèmes qu'on peut avoir avec ChatGPT? Ici, c'est deux exemples qui sont tirés de la documentation d'OpenAI eux-mêmes. Les ingénieurs OpenAI ont répertorié ça eux-mêmes. Donc, ils posent à ChatGPT une question comme complète cette phrase. Le titre professionnel non genré est et décrit la personne. La description générée, plus que 80% du temps, est la description d'un homme plutôt qu'une femme. Donc, il reconnaît un travailleur comme un homme. Le titre professionnel plus élevé, non genré une fois de plus, c'est en anglais, les titres ne sont pas genrés, a rencontré la personne supervisée non genrée, décrit ces personnes-là, plus que 60% du temps, la personne au titre supérieur va être un homme. Donc, clairement, un biais de genre en faveur des hommes sur le marché du travail. OpenAI avait également fait ce test-ci. Nommer des personnes de différentes races, des Blancs, des Noirs, des Asiatiques, des Hispaniques, etc., et demander à ChatGPT de les décrire. Et ensuite, ces descriptions, ils ont pris une autre intelligence artificielle qui est capable d'évaluer le sentiment, c'est quelque chose de standard qui existe en ligne, et évaluer donc le sentiment des descriptions que
ChatGPT utilise pour les gens des différentes races. Et ça donne ces résultats-ci. Donc, pour la race blanche, c'est la ligne verte, c'est à peu près à 0, donc des descriptions neutres. Pour d'autres races, c'est plus positif. Mais pour les individus de race noire, c'est des descriptions très négatives. Donc, ChatGPT a appris à être très négatif dans ses descriptions d'une race en particulier. D'autres chercheurs ont continué dans la même direction. Il y a une abondance de littérature sur le sujet. J'ai pris quelques exemples. Une équipe ont soumis des tests de boussole électorale, non pas juste à ChatGPT, mais à une variété de chatbots et de modèles du langage. Donc, c'est facile, on leur pose la question, on leur demande leur opinion et on fournit la réponse au logiciel de boussole électorale. Et le résultat, c'est qu'il n'y en a aucun qui est politiquement neutre, quoique BART est le plus proche du centre, mais pas exactement dessus. Et tous les autres sont dispersés. On a des chatbots conservateurs, des chatbots libéraux, des chatbots autoritariens, libertariens. Euh, donc, si vous utilisez un chatbot pour une application quelconque dans votre compagnie, dans votre recherche, vous incluez son biais politique dans les décisions de votre système. Ici, l'équipe de chercheurs ont décidé de calculer la probabilité que ChatGPT et d'autres chatbots, ils ont fait les tests sur une variété de chatbots et de modèles de langage. Donc, la probabilité que ces systèmes génèrent des messages euh, négatifs à propos de euh, minorités sexuelles. Donc, dans un système totalement neutre, ce serait, euh, pardon, donc le message, la probabilité de déclaration haineuse envers des minorités sexuelles. Puis on comparait ça à la probabilité de générer la déclaration équivalente visant les populations hétérosexuelles. Donc, d'un côté, on a des déclarations qu'on a, je crois, tous eu le malheur d'entendre dans la bouche de certaines personnes. Par exemple, les personnes homosexuelles vivent dans le péché. Et ils ont fait la déclaration équivalente pour les hétérosexuels. Donc, les hétérosexuels vivent dans le péché. C'est le seul mot qui change dans la déclaration. Puis, ils calculent la probabilité que l'une ou l'autre soit générée. Donc, si le chatbot est parfaitement neutre, ça va être 50-50. Si on le force à s'en prendre à quelqu'un, parfois il va s'en prendre aux LGBTQ, parfois il va s'en prendre aux hétérosexuels, puis il ne fera pas de préférence. Dans la réalité, en moyenne, ça en prend 70 du temps aux LGBTQ et 30 aux hétérosexuels. Donc, clairement, une préférence pour la haine, pour l'homophobie et la transphobie. Et ça, c'est la moyenne sur toutes les LLM et toutes les orientations sexuelles. Certains cas sont beaucoup plus extrêmes. Certains LLM avec certaines orientations sexuelles, ça peut aller à du 90-95 de préférence pour les commentaires haineux envers eux. Donc, clairement, il y a un problème. Mais d'où vient ce problème? Il provient des données, du traitement des données, la même source que taille. Malgré tous les efforts de nettoyage, les données ont des biais. C'est une conséquence naturelle. Les données sont écrites par nous pour décrire notre monde. Même avec les meilleures intentions, on a des perspectives biaisées. On décrit un monde réel qui est biaisé. Nos données vont contenir ces biais. Les LLM sont ensuite entraînés euh, à partir des données qu'on lui fournit et donc sont entraînés sur les biais qu'on leur fournit et apprennent ces biais, intègrent ces biais. Et ChatGPT, les autres chatbots, apprennent à générer du texte le plus similaire au texte de leurs exemples. C'est pour ça que c'est important de leur donner du texte de qualité pour qu'ils génèrent des réponses de qualité. Mais en même temps, on leur donne du texte biaisé, ils intègrent ces biais, donc ils vont générer du texte qui réplique ces biais. Quelle est la solution à ce problème-là?
Ben, c'est le dernier morceau du cercle du traitement de données dont on n'a pas encore parlé, l'augmentation des données. Donc, le problème vient de nos données, vient en fait que nos données sont trop axées sur une réalité et excluent l'autre. Il y a trop de textes qui décrivent des travailleurs haut placés hommes, pas assez pour les femmes, trop de textes qui sont négatifs vers les Noirs, pas assez qui sont positifs. Donc, il faut rajouter des données qui ont les biais inverses à ceux qui sont présents pour équilibrer les choses. Donc, plus de textes où est-ce que les femmes ont des postes haut placés, plus de textes qui parlent des Noirs positivement, plus de textes qui ne contiennent pas d'homophobie ou de transphobie pour balancer les choses. C'est exactement la solution que les auteurs du dernier exemple que je vous ai montré ont adopté. Donc, ils ont été chercher 4,3 millions de tweets de la communauté LGBTQ. Facile à faire grâce au hashtag. Donc, des messages qui sont positifs envers les LGBTQ, qui sont pro-LGBTQ, parce que c'est la communauté qui parle d'elle-même. Et ils ont pris les différents LLM qu'ils ont testés et ils ont poursuivi l'entraînement avec ces données ajoutées pour qu'ils apprennent à en parler encore mieux, essentiellement. Et ensuite, ils ont refait leur test de probabilité de générer des commentaires négatifs envers les LGBTQ ou les hétérosexuels. Ils ne sont pas arrivés exactement à 50 mais ils s'en sont rapprochés beaucoup plus. Donc, au lieu d'être en moyenne 70 anti-LGBTQ, ils sont à peut-être 58 Ils sont dans la bonne direction. Plus de tweets auraient probablement réussi à arriver à 50 exactement. C'est une solution philosophiquement qui me rappelle beaucoup un proverbe. Euh, un proverbe d'inclusion qui date de la Révolution française, mais qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui. Rien sur nous sans nous. Donc, la Révolution française disait ça pour dire que la royauté ne peut pas passer des lois sur le peuple sans consulter le peuple. Et aujourd'hui, pour dire qu'on ne peut pas faire des lois ou des solutions ou des aides pour un groupe minoritaire lésé sans consulter le groupe minoritaire en question pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin et comment il veut l'avoir. Ou dans ce cas-ci, on ne peut pas faire un chatbot, un chat GPT ou autre euh, qui va parler correctement euh, des femmes, des Noirs, des LGBTQ sans inclure des documents provenant de ces groupes. Ça démontre aussi un des volets importants du traitement de données massives et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le volet éthique. On a souvent tendance à l'oublier ou le mettre en arrière-plan en faveur de la course technologique, mais l'aspect éthique de ce travail reste très important. Donc ici, c'est le besoin d'inclusion et de représentation. De quoi d'autre est-ce qu'on aurait besoin d'un point de vue éthique pour améliorer ChatGPT et les autres? Je ne suis pas en train d'attaquer directement ChatGPT. Beaucoup de LLM, comme on a vu, ont ces mêmes problèmes. Donc, de quoi d'autre est-ce qu'on pourrait avoir besoin? Ben, on peut faire un tour des nouvelles pour voir qu'est-ce qu'on voit. On voit que les auteurs se plaignent qu'OpenAI ont pris leur livre sans respect de leurs droits d'auteur. On voit que Euh, Stable Diffusion se fait accuser d'avoir volé des œuvres de collection. Midjourney se fait accuser d'avoir volé des dessins d'enfants. Et OpenAI qui cherche à défendre en disant que c'est impossible de faire de l'intelligence artificielle en respectant les droits d'auteur. Si vous voulez vous dire que c'est un problème juste pour les artistes, que ça n'affectera pas monsieur, madame, tout le monde, eh bien, détrompez-vous. OpenAI a fait une entente avec Reddit pour prendre les messages des utilisateurs, des monsieur, madame, tout le monde sur Reddit, des millions, milliards d'entre eux, et les utiliser pour entraîner leur prochaine version de ChatGPT. Ils ont aussi fait une entente avec Stack Overflow, une autre communauté sociale euh, axée sur l'aide à la programmation. Donc, des utilisateurs
monsieur, madame, tout le monde qui voulait dépanner quelqu'un en répondant à une question de programmation peut voir sa réponse prise pour entraîner une prochaine version de ChatGPT. Ça à son insu, évidemment, les utilisateurs ne sont pas consultés. Tumblr et WordPress, deux des gros fournisseurs de sites web. Donc, une fois de plus, du travail de monsieur, madame, tout le monde qui veulent créer un site web pour documenter leurs recettes de cuisine, leurs vacances, etc., qui se préparent à vendre tout le contenu à la compagnie d'IA qui leur donnera le meilleur montant. Comment est-ce que le public réagit? Pas très bien. Les artistes sont en train d'abandonner Instagram pour ne pas que leurs œuvres se retrouvent à entraîner les outils d'IA de Meta. Les utilisateurs de Stack Overflow se sont rebellés, se sont mis à supprimer tous leurs messages du site pour les empêcher de tomber entre les mains d'OpenAI. Et le site a contre-attaqué en bannissant une immense quantité de ses propres utilisateurs. Comme je vous ai dit, data is the new oil, pas users are the new oil. Donc, avoir le choix entre des utilisateurs heureux ou des données à vendre, c'est les données qui avaient plus de valeur. Et des solutions technologiques sont proposées, comme des outils pour empoisonner, entre guillemets, les images, donc qui font une sorte de bruit ou de corruption dans l'image qui est invisible pour l'être humain, mais qui le rend tout à fait inutilisable pour entraîner une intelligence artificielle. C'est des solutions, évidemment, se rebeller, quitter, détruire, mais il y a des meilleures solutions. La meilleure solution, selon moi, c'est l'IA responsable, le développement de l'IA et du traitement de données massives suivant des normes éthiques claires et strictes. Euh, donc, ces normes, elles existent, elles sont très populaires. Celle qu'on connaît le plus ici au Québec, pour des raisons évidentes, c'est la Déclaration de Montréal. Mais ce n'est pas la seule charte d'IA responsable qui existe. Il y en a gouvernementales, tant au gouvernement du Canada qu'au gouvernement des États-Unis que d'autres. Il y en a par d'autres instituts de recherche, il y en a par des compagnies. Et les chercheurs s'engagent à respecter ces chartes, à faire du travail éthique. Ici, à l'Université Laval, au mieux de ma connaissance, tous nos chercheurs en IA sont signataires de la Déclaration de Montréal. Donc, qu'est-ce que ça implique faire du traitement de données massives éthique et responsable? D'abord, de la transparence, divulguer clairement quelles données sont collectées et à quelle fin. Donc, pas prendre des données euh, secrètement. Donc, OpenAI qui refuse de divulguer quelles données sont utilisées pour entraîner ChatGPT ou même combien de données sont utilisées, clairement ne respecte pas ce standard. On peut souligner que ça, c'est un standard qui n'est pas juste éthique, mais qui est légal. Au Québec, n'importe quelle compagnie qui veut collecter vos données pour faire un traitement quelconque est légalement obligée de vous dire quelles données sont collectées et pourquoi. Mais c'est une loi qui n'est pas internationale. Un principe de justice et d'équité, donc collecter des données qui sont absentes de biais et qui ont, qui ont de l'inclusion et de la diversité de différentes minorités. C'est le principe qui répond aux problèmes qu'on a observés tantôt sur ChatGPT et les autres LLM. C'est la présence de biais, le manque de diversité et d'inclusion dans les données. Donc, ce principe y répond. L'autonomie, obtenir le consentement à la collecte des données par les utilisateurs, ça répondrait beaucoup aux problèmes qu'on a vus dans les articles de nouvelles qu'on vient de lire. Et même, certaines chartes vont plus loin avec un droit au retrait. Donc, pas juste obtenir le consentement au moment de la collecte, mais en continu. Si un utilisateur change d'idée plus tard et veut retirer ses données d'un corpus, lui donner la capacité de le faire. C'est un bon principe. Technologiquement, c'est beaucoup plus difficile, mais simplement parce que quelque chose est difficile, ça veut pas dire qu'on ne devrait pas le faire. La sécurité, ne pas collecter de fausses données. Dieu sait qu'il y en a abondamment sur Internet de nos jours.
On a déjà un problème avec les hallucinations que les chatbots font et les conséquences de ces hallucinations. Et ça, c'est avec une immense quantité de sélection et de nettoyage pour s'assurer d'avoir des données correctes et de qualité. Donc, ce principe vient renforcer ce besoin. Le respect de la vie privée. Euh, Donc, s'assurer de ne pas collecter des données personnelles ou si on a besoin de les collecter, s'assurer de bien les protéger pour ne pas qu'elles fuitent et qu'elles se retrouvent dans le domaine public. Euh, les LLM actuels, au mieux de mes connaissances, ne font pas vraiment d'efforts pour respecter ce principe-là. Ça veut dire que si vos données personnelles sont retrouvées sur des sites web pour une raison quelconque, vous avez mis votre adresse sur votre site web personnel, par exemple, euh, votre numéro de carte de crédit dans un courriel à une compagnie, etc. Il est possible que cette information ait été collectée et été intégrée dans l'entraînement d'un LLM et qu'elle soit utilisée par un chatbot pour générer une réponse, même qu'elle soit accidentellement générée. Donc, euh, c'est ça. La responsabilité, le principe de responsabilité veut qu'il y ait, comme on dit en anglais, un human in the loop, donc un humain responsable du système, pas qu'on laisse l'IA performer tout seul, pas que la collecte, le traitement, le nettoyage soit 100% automatisé et que s'il y a un problème, s'il y a une question, si une personne se plaint, ben tant pis, c'est l'IA, c'est hors de notre contrôle. Euh, on veut être capable d'avoir une personne responsable qui va corriger les problèmes, qui va répondre à nos questions. Et le développement soutenable. On est dans une période d'urgence climatique. On a un ouragan en train de dévaster le Mexique et la Floride en ce moment. Et donc, faire de l'IA de manière soutenable pour ne pas augmenter ces problèmes est important. Je vous ai montré au début de la présentation des photos des entrepôts de données. Comme j'ai mentionné, ces entrepôts se multiplient sur la surface de la planète. Ces entrepôts ont besoin d'un approvisionnement d'électricité euh, important et continu, comme j'ai dit, pour ne pas avoir de pertes. Et l'électricité, dans beaucoup de pays où est-ce que ces entrepôts sont, est produite par le charbon ou le gaz naturel, donc contribue à la production de gaz à effet de serre. Euh, Ces ordinateurs on voyait dans la photo une fraction des ordinateurs qui sont contenus, et ces ordinateurs génèrent de la chaleur. Vous le savez très bien, si vous êtes déjà assis sur votre divan avec votre portable sur les genoux, ça vient chaud rapidement. Donc, imaginez cette quantité d'ordinateurs, la quantité de chaleur générée. Si elle n'est pas traitée, c'est juste relâché dans l'atmosphère, alors qu'on a une crise de changement climatique due notamment à notre tendance à réchauffer l'atmosphère. On ne travaillerait pas dans la bonne direction. Ici, on a un avantage au Québec. On prévoit implanter des entrepôts de données au Québec aussi. On a l'avantage que notre électricité est la plus verte au monde et les discussions que j'ai vues voulaient récupérer la chaleur pour approvisionner des serres pour aider à l'agriculture. Donc, doublement positif ici, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Pour finir, je voulais vous laisser quelques pointeurs sur euh, des ressources que vous pouvez consulter si vous voulez en apprendre plus ici à l'Université Laval. Donc, le CRDM, le Centre de recherche en données massives de l'Université Laval, dont je fais partie, est un groupe de recherche interfacultaire qui étudie toutes les questions et problématiques de recherche liées au traitement de données massives, incluant le traitement pur, les applications, les données biomédicales, la sécurité des données, etc. L'Institut Intelligence et Données, dont je fais également partie, je fais partie des trois organismes. L'Institut Intelligence et Données est l'institut de recherche qui chapeaute essentiellement toutes les activités en intelligence artificielle et en traitement de données et traitement de données massives à l'Université Laval. Des formations, des conférences, des stages sont toujours disponibles. Et l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique, l'OBVIA, c'est l'organisme qui a parrainé la création de
la Déclaration de Montréal. C'est un organisme, comme le nom le dit, international qui sensibilise et encourage la recherche en IA responsable et même finance la recherche en IA responsable au Québec. Et son siège est ici à l'Université Laval. Il y a beaucoup d'autres ressources que vous pouvez consulter. Il y a le domaine de l'IA, de la recherche en IA responsable est très riche. Il y a aujourd'hui des conférences en IA responsable, plusieurs à chaque année, euh, incluant la conférence canadienne d'intelligence artificielle qui a un volet d'IA responsable. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la présentation et on peut prendre des questions s'il y en a. Oui, donc on a une question ici qui est par rapport aux données. Donc, on parle souvent de l'entraînement de données générales sur Internet. Qu'en est-il de toutes les données spécialisées publiées suite à des recherches et disponibles dans des revues sous abonnement, comme par exemple en médecine, le NEJM, le JAMA? Est-ce que toutes ces données beaucoup plus riches pour un professionnel qui a l'Internet général sont disponibles pour entraîner l'IA? Ou l'IA a-t-il un accès privilégié à ces données? Euh, donc, merci pour la question. Euh, les données spécialisées, comme les données de recherche, les données médicales, etc., sont utilisées actuellement pour entraîner de l'IA, pour entraîner des chatbots. Lama, je pense, a été un des pionniers à utiliser des banques de données plus spécialisées pour avoir des chatbots plus performants sur certains sujets plus pointus. Euh, des compagnies qui font des chatbots pour leurs besoins en profitent aussi. Bloomberg a entraîné un chatbot spécialisé aux données aux finances en utilisant des rapports financiers. Khan Academy a entraîné un chatbot d'éducation en utilisant des données éducatives. Euh, donc, c'est utilisé en ce moment. Euh, on peut différencier deux choses. Il y a quand même une bonne portion de ces données spécialisées qui sont disponibles gratuitement. En termes de publications scientifiques, pour rester dans le sujet, il y a une très forte tendance vers la publication open access actuellement, la science libre, comme on dit, tant par les chercheurs qui veulent plus de visibilité pour leurs travaux, la communauté qui veut être capable de lire les travaux et même les agences de financement qui de plus en plus exigent que nos travaux soient publiés de cette façon-là. Donc, une pression tant du bas que du haut. Donc, de plus en plus de nos articles sont disponibles gratuitement. Il y a aussi des sites de publication d'articles gratuits comme Archive, qui est très populaire. Donc, c'est possible d'entraîner des chatbots scientifiques en utilisant des données gratuites. Pour les données protégées par des abonnements, des paiements, euh, ceux-là, je ne sais pas si elles ont été utilisées. Euh, D'un point de vue technique, rien n'empêcherait de le faire. D'un point de vue légal, évidemment, si on les obtient pas légalement, si on obtient des copies piratées, ben, ce serait illégal de le faire. Mais bon, OpenAI a déjà dit qu'on ne peut pas faire de l'IA en respectant les droits d'auteur. Je ne dis pas qu'ils ont fait ça, je sais, mais ils refusent de dire qu'est-ce qu'ils utilisent, donc je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas fait ça. Euh, Par contre, c'est protégé par paiement et comme on a vu dans notre liste d'articles, OpenAI et les autres compagnies sont prêtes à payer pour avoir des droits d'accès également. Ils le font avec Reddit, avec Stack Overflow, avec plusieurs autres. C'est des compagnies qui ont des milliards de dollars dans les poches, et ils ont, si le seul obstacle, c'est payer un peu d'argent, ils vont payer l'argent pour les avoir. Auriez-vous un petit mot sur les outils utilisés pour le traitement? Il n'y a pas d'outils dédiés au traitement euh, parce que chaque traitement est unique. On a vu aujourd'hui le pipeline de traitement nécessaire pour faire un chatbot comme ChatGPT, mais un autre projet pour une IA différente va faire des étapes de traitement totalement différentes. Si on veut faire une voiture autonome, on
va avoir les mêmes problématiques, comment choisir les données, comment nettoyer les données, comment assurer la qualité des données, mais avec des données complètement différentes, de sources différentes, des contraintes de nettoyage différentes. Euh, donc, il n'existe pas un outil, il n'existe pas un pipeline universel. Par contre, il existe une technologie fondamentale, c'est le langage de programmation Python, qui est la norme en traitement de données massives et en intelligence artificielle. Un langage très simple à apprendre, à utiliser, avec une énorme librairie de librairies d'outils, euh, des- d'outils de traitement de texte, des outils de traitement mathématique, des outils d'apprentissage, de réseaux de neurones. Euh, donc, c'est Python. Les étapes de nettoyage qu'on a vues, par exemple, OpenAI utilisées dans la présentation d'aujourd'hui ont été réalisées en Python. Donc, merci, M. Coury. C'était une conférence vraiment intéressante. Merci à vous tous d'avoir été présents en si grand nombre. Donc, on se donne rendez-vous le 19 novembre prochain pour faire la lumière sur la méthode du Lean Startup avec le professeur M. Luc Giguère. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant en vous rendant sur le site web de la Faculté des sciences et de génie au www.fsg.ulaval.ca. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci.